je ne suis pas prévisionniste, je ne fais pas tourner de modèle économique qui prévoit les reprises après des chocs positifs ou les ralentissements après des chocs positifs ou les reprises après des chocs négatifs. Donc, je ne peux pas vous donner une calibration personnelle. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est qu'il y a des consensus qui sont formés par les prévisionnistes, notamment sur ceux qui opèrent sur les marchés financiers. Donc ça, c'est le consensus des analystes. Donc sur les marchés financiers, vous avez des investisseurs qui achètent des actions, comme je sais pas, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des individus. Et donc vous avez des vendeurs d'actions qui sont généralement des intermédiaires, des grandes banques d'affaires, etc. Et donc ces vendeurs d'actions payent à l'année des gens qu'on appelle des analystes financiers. Donc les analystes financiers sont essentiellement des gens qui regardent les différentes entreprises et puis qui disent, ben voilà, ce que je prévois pour cette entreprise dans les années qui viennent. Donc, on peut en fait s'appuyer sur les prévisions de ces gens. En fait, donc, plutôt que de faire mon propre modèle, il y a plein de gens dont c'est le métier à temps plein de faire des modèles pour prévoir le futur, firme par firme. Donc, ils vont voir Amazon, ils vont voir Facebook, ils vont voir Ford, ils vont voir Renault, ils vont voir LVMH, etc. Chacune de ces boîtes. Ils passent des journées entières à essayer de prévoir le futur. Et donc, si on prend l'intégralité de ces prévisions et qu'on fait la moyenne en quelque sorte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, évidemment, les gens étaient optimistes avant le début de la crise du coronavirus, donc en janvier-février pour les années qui viennent. Depuis la mi-mars, en gros, ils ont commencé, depuis la fin, mi-mars, c'est ça, ils ont commencé à réviser leurs prévisions de profit futur à la baisse pour 2020, bien sûr, pour cette année, puisque là, cette année, évidemment, il y a des disruptions énormes, mais aussi pour 2021 et même jusqu'à 2022. Donc, si on prend le consensus des analystes de Wall Street, ce qu'on voit, et d'ailleurs, pareil en Europe, d'ailleurs, si on prend les mêmes chiffres en Europe, on trouve à peu près les mêmes chiffres. Ce qu'ils anticipent, c'est une chute de la production très forte en 2020, évidemment. Ça, les gens en discutent beaucoup, mais aussi pour 2021 et aussi pour 2022. Et après, en 2023, en gros, ils n'ont pas tellement ajusté leurs prévisions, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'en 2023, on sera à peu près au niveau où on pensait être au début de l'année. Donc voilà, donc une reprise assez lente en fait dans le consensus des analystes. Je crois que de manière générale, les prévisionnistes prévoient une reprise assez lente et c'est lié directement d'ailleurs à la question de la dette qui va nous occuper. Puisque quand vous avez une économie qui prend un très gros choc et qu'il y a de la dette un peu partout, ça met très longtemps à se remettre. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est justement l'objet d'un article qu'on a écrit avec Augustin Landier quand on était tous les deux enfermés dans nos maisons respectives. Donc ça, en fait, comment se forme le cours de bourse? C'est la combinaison de deux choses. C'est les perspectives de profit. Et puis, évidemment aussi, le poids qu'on attache à ces profits futurs. Si on estime qu'ils sont risqués, si on trouve que l'argent est cher, par exemple, ces profits futurs ne valent pas grand-chose. Donc, c'est la formule dite de la valeur présente, la valeur actualisée, la valeur actuelle nette en français, net present value en anglais. Et donc, du coup, voilà, donc on peut essayer de comprendre comment, quand les cours de bourse varient, est-ce que ça vient de ce que pensent les gens des profits futurs ou alors effectivement de la valeur en fait à actualiser au temps présent de ces profits futurs, sachant qu'ils sont risqués, sachant que le futur, évidemment, c'est dans longtemps, donc on veut consommer tout de suite, donc du coup, évidemment, ces profits futurs valent moins que des profits présents. Donc qu'est-ce qu'on voit? Oui, donc dans la mesure où les analystes ont révisé leurs croyances à la baisse, mais que la bourse, en tout cas au moment où on enregistre cette petite interview a remonté à son niveau de début janvier, donc effectivement c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est forcément ce qu'il a. Bon, il y a deux choses. D'abord, quand vous prévoyez une baisse de profit pour 2020, 2021 et 2022, c'est une toute petite fraction des profits qu'une entreprise est supposée verser, parce qu'une entreprise, ça vit pour toujours. Donc, même si vous perdez, disons, l'intégralité de vos profits pour 2020 et 2021, mais que vous gardez tout à partir de 2022, l'action aujourd'hui, elle vaut quand même tous ces profits futurs qui sont préservés, qui sont dans longtemps.
parce qu'il y en a, il y a évidemment une infinité d'années. Donc ça, c'est le premier point, c'est que finalement, on a détruit une petite partie de la valeur des firmes, pas une très grosse partie de la valeur des firmes, parce que même une récession prolongée ne met pas en danger la valeur de Facebook, par exemple, ou de Netflix, voire même assez paradoxalement de Ford, à moins qu'il y ait un changement vraiment structurel qui fait que les gens n'achètent plus de voitures, par exemple. Plus jamais, dans ce cas-là. Mais si on pense qu'ils s'y remettent dans 2022, ça devrait normalement, les profits devraient revenir. Donc ça, c'est la première chose. D'abord, c'est une petite partie donc, de la valeur des firmes qui a été impactée par la crise, même si la crise, du point de vue des humains, de l'économie, ça va évidemment être un très gros problème. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez la valeur de ces profits futurs, donc il faut qu'elle soit actualisée. Donc il y a ce qu'on appelle une prime de risque, c'est-à-dire que si le marché est très très tolérant au risque, hein, ou s'il n'y a pas vraiment de placement alternatif qui rapporte, parce que la dette publique rapporte 0%, donc il n'y a pas vraiment de placement alternatif qui rapporte quelque chose. Dans ce cas-là, l'appétit pour les actions est renouvelé, si vous voulez. Et c'est ça qui s'est passé, c'est ça que très tôt dans la crise, les banques centrales ont mis en œuvre. Elles ont mis en œuvre une baisse des taux drastique, surtout d'ailleurs aux États-Unis, où les taux avaient eu le temps de remonter, alors qu'en Europe, ils n'avaient pas remonté parce que la croissance était plus molle. Donc, on a beaucoup baissé les taux, puis la Réserve fédérale s'est mise à acheter de la dette publique à grande échelle. Et donc, du coup, les taux étant bas, il n'y a pas tellement d'endroits. Il y a beaucoup d'argent qui est créé par les banques centrales. Donc, toutes ces liquidités, il faut qu'elles trouvent quelque part où s'investir, et c'est ça qui fait monter les prix. Et donc ça, dans la mesure où on pense que les taux d'intérêt ne vont pas remonter dans le court terme, du coup, les prix des actions ne sont pas particulièrement surévalués, en tout cas à l'heure actuelle. Oui, alors moi, je ne suis pas tellement un spécialiste de boules de cristal. Je ne peux pas tellement vous dire le monde d'après. Tout le monde a envie de voir le monde d'après à sa porte. Je ne suis même pas sûr que les gens soient tous d'accord sur ce qu'ils pensent que devrait être le monde d'après. Euh, il y aura probablement quelques changements qui seront des changements à la marge dans la façon dont les entreprises s'organisent. Il est probable que les gens travailleront plus chez eux, qu'on prendra tous un peu moins l'avion. Il y a des choses qui vont changer parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien vivre sans prendre l'avion tout le temps et qu'on pouvait très bien vivre aussi sans aller au bureau tous les jours. Je parle comme un universitaire, donc dans mon cas, c'était déjà un peu dans les habitudes, mais c'est aussi le cas. Ça sera aussi le cas dans les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre? Il y aura énormément de dettes publiques, hein. Donc, dans un monde où il y aura beaucoup de dettes publiques, qui sera essentiellement monétisée par la Banque centrale, on risque de voir de l'hyperinflation. De l'hyperinflation, pas forcément dans le prix des biens. Ce ne sera pas comme en Allemagne ou sous la République de Weimar où il fallait acheter ses bières. Il fallait acheter 4 bières en arrivant au bar parce que le prix de la bière était multiplié par 2 entre le moment où on entrait et le moment où on sortait. Donc, ce n'est pas ça qui va se passer comme hyperinflation. L'hyperinflation ou l'inflation chronique façon années 70 qu'on va probablement vivre dans le monde d'après, ce sera une inflation des prix d'actifs, évidemment, de ce qui est donc tout ce qui est actif réel, c'est-à-dire immobilier et actifs financiers, enfin entreprise, part d'entreprise. Ça va monter, simplement nourri, un peu comme je venais de le dire, par une politique de taux zéro durable qui va être rendue nécessaire par l'ampleur des déficits publics. Mais donc voilà, donc ça va pas, si vous voulez, ça va favoriser les gens qui ont du patrimoine et du patrimoine réel, donc pas des comptes bancaires je sais pas quoi, avec du cash dessus, ou pas des obligations de long terme, pas de pension, de futures pensions de retraite, si vous voulez, des choses comme ça, mais plutôt vraiment tout ce qui est actions et actions immobilières, donc plutôt des gens aisés en fait. Donc ça risque d'être en fait un choc inégalitaire. C'est possible. Ça va être très difficile de dire. Ça va dépendre du résultat des élections. Euh, ça, c'est très difficile de dire. C'est aussi un pays qui a un ADN très différent, qui a un ADN social très très différent de l'ADN européen. Il y a beaucoup moins d'appétence pour la redistribution.
ce qui est en grande partie lié au fait que c'est historiquement un pays d'immigration, de population très hétérogène. En plus, il y a la question raciale qui s'ajoute là-dessus, qui font que finalement, c'est un pays avec une diversité de population très très grande et un sentiment de solidarité plus limité qu'en Europe. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se renforcer. On voit déjà les manifestations, etc., sur l'affaire George Floyd, qui est une affaire parmi les affaires raciales qui arrivent aux États-Unis. Il y en a à peu près tous les mois. Donc, il est probable qu'il y ait un sentiment de solidarité renforcé et que peut-être que la politique sociale sera plus généreuse si Joe Biden est élu. Enfin, ou si le candidat démocrate, quel qu'il soit, est élu, disons. Mais en aucun cas, on évoluera vers un État-providence à l'européenne. Il ne faut pas imaginer que les États-Unis vont converger vers l'Europe. C'est un pays très différent qui valorise l'expérimentation, la responsabilité individuelle, l'aventure personnelle. Et de ce point de vue-là, je pense que dans l'ADN culturel, il y a un peu un blocage, si vous voulez, l'ADN culturel, et puis la structure, comme je dis, très hétérogène, ethniquement, culturellement, etc., du pays, fait qu'il y a quand même un blocage assez profond au développement d'un État-providence à la française. Au fait, ceci pour les gens qui sont intéressés d'ailleurs par ce type de thèse, elles ont été développées assez intensivement par Alberto Alesina, économiste, un prof à Harvard, prof d'économie à Harvard, qui est décédé la semaine dernière d'ailleurs, et dont on a beaucoup parlé des travaux. Il avait écrit un livre là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'État-providence aux États-Unis, enfin, on n'a pas le même État-providence aux États-Unis qu'en Europe. A priori, tant que les banques centrales sont engagées à ne pas à reprendre la dette publique sur leur bilan, il n'y a pas tellement de risques de ce genre. Actuellement, en tout cas dans les anticipations des marchés, il n'y a pas d'anticipation de hausse des taux. Les taux longs à 10 ans sont très très bas. Donc les marchés n'anticipent pas, si vous voulez, de hausse des taux. Même dans le moyen terme, si on appelle 10 ans le moyen terme, disons. Donc, aussi loin, si vous voulez, que porte le regard de l'investisseur, qui n'est pas très très loin forcément, aucun investisseur n'envisage une potentielle remontée des taux. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Il faudrait dans ce cas-là qu'il y ait vraiment une espèce de confrontation, si vous voulez, entre les banques centrales et les États, où il y a quand même un peu un danger quand même de ce qu'on appelle fiscal dominance, c'est-à-dire le cas où l'État reprend le pouvoir et en fait arrive à fourguer toute sa dette publique à la Banque centrale sans que celle-ci puisse rien dire. Là, il peut y avoir un danger d'évolution des anticipations d'inflation qui deviendrait beaucoup plus élevé. Et là, les banquiers centraux seraient obligés de confronter les États en leur disant non, on ne prend pas toute votre dette publique, on en prendra moins et puis on va petit à petit sortir. Si ce type de confrontation arrive, on aura une remontée des taux, évidemment. Mais bon, il faut que tout ça arrive. Pour l'instant, les banquiers centraux se sont engagés à acheter la dette publique pour une longue période. Ça, je ne sais pas. Dans ce débat sur la responsabilité sociale de l'entreprise et l'économie verte, etc., le secteur privé joue un rôle un peu qui a un rôle, joue un rôle qui n'est pas complètement honnête, au sens où le secteur privé continue à maximiser les profits, tout en prétendant faire des investissements verts et des investissements socialement responsables. C'est une politique, si vous voulez, qui est une politique de création de valeur actionnariale bête et méchante, si vous voulez. Enfin, pas bête, ni bête ni méchante, mais en direct, disons. Donc si ces investissements s'avèrent rentables, c'est-à-dire s'il y a une grosse demande d'une classe moyenne émergente, consciente des problématiques environnementales et de responsabilité sociale de l'entreprise, les entreprises ne ralentiront pas ce type d'investissement. On voit déjà de toute façon que l'économie
se digitalise, hein. Ça s'est accéléré durant le confinement puisqu'on est resté chez nous et qu'on était obligé d'aller sur Internet et de voir du Netflix en un sens ou d'aller sur Facebook. Donc le secteur digital, le secteur numérique s'est renforcé. Le secteur numérique, il n'est pas très polluant, il est un peu, mais quand même, ça reste très minoritaire. Euh, c'est une grosse création d'emplois, notamment aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe, évidemment. Mais aux États-Unis, ça devient un gros secteur. C'est l'automobile moderne, un peu, hein, le secteur numérique. Et les conditions de travail dans ce secteur sont telles que évidemment, ça crée un peu une concurrence vertueuse aussi sur le marché du travail. Donc, quand vous voulez embaucher quelqu'un de qualifié, vous devez envoyer tous les signaux qui font que vous êtes une entreprise responsable, que pour vous, c'est très important l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, que vous laissez les gens travailler de chez eux, que vous leur donnez des congés payés, etc., etc. Donc, à la fois sur le marché du travail, sur les signaux environnementaux, etc., les entreprises sont obligées, les très grandes entreprises sont obligées d'évoluer vers un comportement socialement responsable. Mais ça, c'est vraiment une stratégie d'augmentation de leur rentabilité. C'est pas du tout une adhésion à des valeurs qui seraient des valeurs extra-financières. Il y a vraiment deux forces. Il faut un peu se garder de refléter un peu le consensus des urbanisés qui ont les moyens d'avoir une consommation responsable de légumes organiques de la ferme du coin, tout en allant au bureau en vélo, etc. Donc ça c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle classe moyenne qui n'est pas comme la classe moyenne des années 60, qui n'idolâtre pas la voiture, ni les produits en conserve, hein. Mais c'est quand même c'est une classe moyenne supérieure qui a un pouvoir d'achat bien sûr beaucoup plus important que ça part dans la population, puisque c'est la classe moyenne supérieure. Donc évidemment, ça affecte les politiques des entreprises. Mais vous avez quand même, qui s'annonce pour les quelques années qui viennent, quand même une crise sociale assez forte, avec un ralentissement économique très prononcé. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit. Et la reprise sera peut-être plus rapide. On a quelques signaux récemment, parce qu'on en sera surpris. Peut être surpris à quel point la reprise sera peut-être un peu plus rapide que prévu, mais bon, ça sera quand même lent. Vous aurez donc une crise sociale importante. Et si vous avez une crise sociale importante, il y a des gens dont le but principal est surtout de trouver un boulot, même si ça implique d'y aller en voiture, et d'acheter à manger, même si ça implique d'acheter des produits pas bio, si vous voulez. Donc il y aura deux besoins à concilier dans l'économie. On pourrait en parler des heures. Je crois que la première chose, c'est que j'ai jamais été tellement eurobéat. Je pense que j'ai conscience peut-être un peu plus que beaucoup de gens que les vieilles nations européennes mettront beaucoup de temps à s'unir, si vous voulez, que c'est un processus diplomatique très très lent et naturellement lent en fait, qui fait qu'on ne peut pas trop mettre la charrue avant les bœufs, que l'espace naturel de la délibération démocratique est quand même encore au niveau national, ne serait-ce que pour des questions de langue, mais aussi pour des questions d'histoire et de culture partagée. Euh, Néanmoins, quand on vit aux États-Unis, les Américains ont un peu une idée assez floue quand même de ce que sont les différentes nations européennes, même sur la côte Est. Au fond, finalement, ils pensent aux Européens. Donc, du coup, je me suis senti plus européen que quand j'étais en France, comme membre un peu d'une civilisation un peu déclinante, mais cultivée, un peu comme dans le livre de Régis Debray sur Rome, en fait, qui trace un parallèle entre l'Europe et les États-Unis, entre la Rome antique et la Grèce antique. Donc les États-Unis, c'est Rome, l'Europe, c'est la Grèce. Donc il y a bien cette idée quand même d'appartenir à une civilisation ancienne, la civilisation aussi d'une certaine forme d'art de vivre qui est beaucoup plus absent ici. C'est un pays quand même, c'est ça qui m'a surpris aussi aux États-Unis finalement, culturellement assez différent de l'Europe. Ça, je l'avais pas, j'étais déjà venu, mais je l'avais pas vécu
Ouais, ouais, c'est il y a une différence culturelle très, très profonde. Et puis c'est un pays plus brutal. Enfin, le passé colonial reste là, il est encore là, il fait partie un peu de l'ADN du pays.